Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des sociétés face au risque. Cette vidéo va être en 3 parties, et dans un premier temps, nous allons voir que des sociétés sont donc exposées au risque et font face à des aléas multiples. Alors, un aléa, c'est un événement naturel, technologique ou humain qui peut devenir un risque s'il menace une population. On va donc tenter de les recenser dans cette partie. Les aléas naturels sont très nombreux. Le long des plaques tectoniques, alors si vous savez plus ce que c'est, il faut retourner voir votre prof de SVT. Donc le long de ces plaques, on trouve des séismes, des tsunamis et une activité volcanique intense, en particulier d'un espace qu'on appelle la ceinture de feu du Pacifique. Il existe aussi d'autres types d'aléas, les aléas anthropiques, c'est-à-dire tous ceux qui sont liés à des activités humaines. On les appelle aussi des aléas technologiques ou sanitaires, et comme vous pouvez le voir, notamment sur cette carte, ils sont quand même très nombreux. Dans cette catégorie, on retrouve tout ce qui est lié à l'exploitation nucléaire, les centrales comme l'enfouissement des déchets, les accidents industriels, qui sont liés à la présence de plateformes chimiques, à des explosions de gaz, comme ce fut le cas avec l'usine AZF à Toulouse en 2001, le transport de matières dangereuses, les accidents pétroliers et les marées noires, ou encore les ruptures de barrages. Enfin, on retrouve tous les risques sanitaires, aussi bien liés à la pollution qu'à l'apparition de grandes pandémies, comme le sida. Deuxième partie, ces aléas représentent des risques de plus en plus importants. Alors il y a 3 notions, à ne pas confondre, l'aléa, le risque, la catastrophe. Pour faire simple, quand l'aléa climatique advient, ce n'est plus un risque, mais une catastrophe, et celle-ci va toucher inégalement les sociétés humaines. Les 2 tiers des catastrophes sont liées à des aléas climatiques, qui se situent principalement sur la ceinture de feu, on en a déjà parlé tout à l'heure, où on trouve 80% de l'activité sismique et volcanique terrestre. Et autre phénomène important, c'est l'activité cyclonique qui touche principalement l'espace Caraïbes et l'Asie orientale. Avec le changement climatique, ces catastrophes naturelles sont de plus en plus importantes, c'est ce qu'on peut voir dans le premier graphique. Et c'est assez inquiétant. Depuis 1950, on peut voir que le nombre de catastrophes et leur intensité s'accélèrent. On a ainsi pu dénombrer 4500 catastrophes naturelles dans les années 2000, contre moins de 2000 dans les années 70. Ces catastrophes ont aussi des impacts variés dans le temps et dans l'espace. Certaines ont un impact mondial, comme la montée des eaux, d'autres à l'échelle régionale, c'est le cas des catastrophes nucléaires de Tchernobyl ou de Fukushima. La plupart, néanmoins, ont un impact limité, plutôt local, comme les glissements de terrain ou la plupart des feux de forêt. De la même manière, certaines catastrophes ont un impact limité dans le temps, les bâtiments sont reconstruits, les forêts replantées, mais certaines impactent les sociétés sur le temps long. Les sols français, par exemple, sont encore contaminés, 30 ans après, par l'accident de Tchernobyl, et on estime qu'il faudra 300 ans pour que la radioactivité du césium-137 soit divisée par 1000. Dernière remarque, avec le changement climatique, certains aléas sont aggravés. Les risques augmentent dans la zone intertropicale, notamment pour les incendies de forêt. Les deltas sont menacés par la montée des eaux, or ce sont souvent des lieux densément peuplés. Et les cyclones sont de plus en plus nombreux et violents, on pense à Irma à Saint-Martin en 2017, ou à Dorian qu'on a déjà cité en 2019. Deuxième partie, après avoir vu ce que sont les aléas, ce que sont les risques et les impacts qu'ils peuvent avoir dans le temps et dans l'espace, on va travailler sur la question de la vulnérabilité inégale des sociétés. Alors avant tout, on vous parle de vulnérabilité, mais la vulnérabilité c'est quoi ? C'est la capacité d'une société à faire face plus ou moins efficacement à un risque et aux dommages subis. C'est une des notions majeures de ce cours, et on va commencer par voir que cette vulnérabilité, elle est liée aux densités de population. Regardez bien cette carte et concentrez-vous sur les principaux foyers de peuplement mondiaux. Mégalopole américaine, Europe occidentale, Asie du Sud, Asie orientale, Indonésie. Retenez bien leur emplacement et on passe à la carte suivante. Maintenant, regardez bien cette carte des principaux aléas naturels et anthropiques. Et vous voyez, plus un espace soumis à des aléas est peuplé, plus le risque est fort. On dit alors que la vulnérabilité est importante. Ainsi, le littoral sud-asiatique, où des pays comme le Japon, très urbanisés et densément peuplés, sont très vulnérables. On va zoomer un peu. Intéressons-nous au cas des États-Unis. Les espaces les plus densément peuplés, si on regarde cette carte, sont les littoraux et le nord-est. Or les risques sont très importants. Voici une carte des inondations aux États-Unis depuis 2008. Regardez bien le sud-est, la Louisiane en particulier, mais ça vaut aussi pour la région de Chicago. On a des risques d'inondation qui sont très forts, et pourtant on a des aléas très importants qui sont arrivés, et des catastrophes comme l'a illustré l'ouragan Katrina en 2005 qui a fait plus de 1800 morts autour de la Nouvelle-Orléans. Autre carte, autre espace. En Californie, il y a près de 40 millions d'habitants. Pourtant l'État est traversé par la faille de San Andreas, donc c'est une des zones sismiques les plus dangereuses de la planète,
Et des feux de forêt de plus en plus importants menacent l'État, comme ça a été le cas de l'incendie de Camp Fire en 2018 qui a fait 85 morts et qui a détruit plus de 62 000 hectares de forêt. Alors, on a dit que la vulnérabilité est liée à la question des densités de population, elle est aussi liée à la question de la richesse et du niveau de développement. Effectivement, d'une façon générale, les pays développés souffrent de peu de pertes humaines. Ainsi, le séisme de l'Aquila en Italie en 2009 a fait 308 morts, et 25 000 personnes ont dû être relogées, alors que l'année suivante, un séisme à peine plus puissant a fait 230 000 morts à Haïti. La différence entre les deux, c'est ce qui est écrit ici. L'Italie reste un des pays les plus développés au monde, alors qu'Haïti est un PMA et occupe le 169e rang mondial de l'IDH. Plusieurs explications existent. Dans les pays les plus pauvres, en fait, l'urbanisation galopante, l'absence de respect des normes de construction, qui est liée à la présence importante de bidonvilles, et la déforestation, en fait, vont expliquer des bilans humains qui sont plus lourds, puisque ces sociétés sont plus vulnérables. A l'inverse, les catastrophes ont des conséquences matérielles bien plus lourdes dans les pays développés que dans les pays en développement. Néanmoins, ces derniers mettent beaucoup plus de temps à reconstruire en raison de leur pauvreté et de la corruption qui mine certains États du Sud. On aboutit donc à un tableau bilan que vous pouvez observer ici. Finalement, on a donc une vulnérabilité très inégale entre les Nords et les Suds, comme on peut le voir sur cette carte, avec les espaces les plus vulnérables en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud. Troisième point, une gestion du risque inégale, autrement dit, dans quelle mesure les pays développés et les pays en développement n'ont pas les mêmes capacités à répondre et à prévenir la catastrophe. Déjà, avant la catastrophe, il faut prévoir et prévenir, et en effet, de nombreuses actions peuvent permettre de limiter les risques si elles sont prises avant la catastrophe. La prévision, c'est déjà le premier point, donc. En fait, quel que soit le risque, il est nécessaire d'anticiper son avènement en étudiant l'aléa de près et en le surveillant. De multiples moyens de prévision peuvent être mis en place en fonction du risque, des sismographes, pour observer le risque sismique, les tsunamis, des prévisions météorologiques, avec l'observatoire des crues, l'analyse des vents, la formation des ouragans, les risques d'avalanche, etc. Tout ça est très important. Et puis encore la question de l'analyse de la radioactivité, par exemple. Deuxième point, il faut protéger les populations et les biens. Alors ces mesures de protection peuvent être multiples, on peut construire des bâtiments avec des normes antisismiques, construire des digues anti-inondation, mettre en place des systèmes par-avalanche, faire des abris souterrains, ou encore distribuer des pastilles d'iode gratuites dans le périmètre à proximité des installations nucléaires, comme ça se fait en France par exemple. Une fois ces risques anticipés, l'État applique le principe de précaution. Ce sont donc l'application de mesures de protection pour assurer justement la protection des populations et des biens. C'est ce qu'on appelle la prévention. En France, plusieurs documents existent pour anticiper et prévenir la catastrophe, notamment le PPR, le plan de prévention des risques, qui existe dans presque chaque commune, mais aussi le PPI, le plan particulier d'intervention, qui existe par exemple autour de toutes les centrales nucléaires. Ces politiques publiques existent aussi à d'autres échelles. On a par exemple au niveau européen la directive Seveso, qui classe les établissements industriels en particulier en fonction de leur dangerosité. On va évaluer les risques d'une explosion et d'une émission toxique pour toutes ces usines. On met en place aussi dans tous les pays des systèmes d'alerte pour prévenir le plus vite possible les populations, des sonneries, des messages à la radio, les breaking news à la télévision, et on développe même des applications dans le monde du XXIe siècle, comme Check Alert LA, qui prévient toutes les populations de Los Angeles en cas de séisme. Enfin, l'action la plus importante en matière de prévention, c'est encore l'éducation et l'information aux populations. Les sociétés doivent avoir conscience du risque pour être plus résilientes, c'est-à-dire plus capables de résister à la catastrophe. Par exemple, à Istanbul ou encore à San Francisco, on attend le Big One, le séisme qui va tout détruire, et puis on distribue des plaquettes d'information, comme c'est le cas en Guadeloupe, au Japon, on installe des panneaux d'information aussi, comme on voit à Chypre, et on éduque les élèves au Japon, en France, vous avez tous déjà subi ces exercices d'évacuation incendie ou les plans particuliers de mise en sécurité. Néanmoins, la prévention des risques est très variable. En effet, la mise en place de systèmes de surveillance et de protection est très coûteux et logique. Seuls les pays développés peuvent utiliser tous les outils à leur disposition pour protéger leur société. Ainsi, un simple centre d'alerte au tsunami construit en France, pour surveiller la Méditerranée, a coûté 14 millions d'euros, et le renforcement des digues coûte aussi plusieurs dizaines de millions d'euros, ce que ne peuvent pas faire du coup les pays du Sud et les PMA en particulier. De même, dans ces pays, les normes et l'éducation sont moins présents, ce qui explique souvent des bilans humains très lourds. Avec une croissance urbaine non maîtrisée, un analphabétisme important, des bâtiments vétustes, et pas aux normes, c'est le cas des cases à Haïti, et des infrastructures de transport et de réseaux d'eau défaillantes, quand la catastrophe éclate, elle est souvent dramatique. Les sociétés sont donc très inégales dans la prévention et la protection.
Maintenant qu'on a vu tout ce qui se passait avant la catastrophe, on va s'intéresser à tout ce qui se passe après la catastrophe. En effet, la résilience des sociétés après une catastrophe est aussi très inégale et dépend largement du niveau de développement. L'intervention rapide et efficace des secours dépend de plusieurs facteurs. La qualité des infrastructures de transport, les plans d'intervention qui ont été décidés en amont ou pas. En France, par exemple, on a le plan Orsec, organisation des secours par le préfet. Ça dépend aussi du nombre et de la formation des secours. Voilà, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte pour savoir si oui ou non des secours vont être efficaces. Le rôle des assureurs est aussi capital pour assurer la reconstruction et apporter les premiers moyens de subsistance aux sinistrés. Ainsi, aux États-Unis, les assureurs ont dû débourser entre 50 et 60 milliards de dollars après l'ouragan Katrina de 2005. De même, les pays du Nord sont souvent bien protégés avec un cadre réglementaire et juridique qui les protège. BP a dû débourser près de 65 milliards de dollars aux victimes de l'explosion de Deepwater Horizon, la plateforme pétrolière dans le golfe du Mexique, qui a explosé donc en 2010. C'est le cas donc pour les pays du Nord qui sont bien protégés. Dans les pays du Sud, les assureurs sont beaucoup moins présents et la loi est beaucoup plus laxiste également, ce qui pose problème. Et donc dans les PMA, qui sont mal couverts en assurance et où les services de secours ne sont pas aussi développés que dans les pays du Nord, ce sont souvent les ONG qui prennent le relais, les organisations non gouvernementales. Et ce sont donc eux qui vont devenir les acteurs centraux de la gestion du risque et de la reconstruction. On pense par exemple à Médecins sans frontières, aux pompiers du monde entier aussi qui ont pu intervenir à Haïti en 2010. Les sociétés sont donc très inégalement exposées aux risques majeurs, que ce soit d'un point de vue géographique, économique ou social. Pour limiter ces inégalités, aujourd'hui la question des risques est de plus en plus pensée à l'échelle mondiale. On tente donc de mettre en place une gouvernance mondiale du risque, qui a déjà pu être à l'œuvre du tsunami en 2004 en Indonésie, mais surtout pour faire face aux risques engendrés par le changement climatique qui est amené à toucher de plus en plus durement les sociétés. Ainsi, le statut de réfugié climatique est au cœur de nombreuses négociations aujourd'hui, à l'heure où certaines populations du Pacifique et de l'océan Indien ont déjà commencé à chercher de l'asile dans les pays voisins. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à très bientôt en classe.